Mais voilà, merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir permis d'introduire cette table ronde, mais de m'avoir donné cette lourde tâche dans quelques minutes, résumer la situation actuelle en Belgique et le travail que nous avons fait pendant plus de 3 ans à l'INAMI. Alors, on s'est retrouvé en fait convoqué par l'INAMI toute une série de personnes dans ce groupe de travail obésité. Il y avait des pédiatres, des endocrinologues pédiatres, des médecins généralistes, des gens de la FSMG, la Société belge des médecins nutritionnistes, la cellule santé de la communauté française, des gens des organisations des diététiciens, des psychologues, psychiatres, les gens du PSE, donc le service de santé scolaire, les PMS, le plan national nutrition et santé, les gens de l'ONE. Et donc la première constatation, la première chose qui était interpellante, c'est qu'au fond, on était là toute une série de personnes qui ne se connaissaient pas et qu'on a tous découvert que chacun faisait pas mal de choses dans son petit coin et que la première conséquence, on s'est dit, mais voilà, il faut vraiment pouvoir se coordonner, travailler ensemble et mettre en place des choses qui permettent de se faire connaître et de se coordonner. On s'est mis alors d'accord sur une vision de base. L'obésité est une maladie chronique, on n'a que trop rappelé ce matin. Il faut un continuum de soins. Madame Lambert a bien insisté aussi sur ce point, sur la longueur de la prise en charge, avec des accords clairs en matière de renvoi, c'est-à-dire quelle est la première ligne, quelle est la deuxième ligne, quelle est la troisième ligne, qui fait quoi, et donc en matière de tâches également entre les différents intervenants et les différents niveaux. Et donc ici, dans le reste de l'exposé, quand je parlerai de première ligne, ce seront les pédiatres, les médecins généralistes, la médecine scolaire. Quand je parlerai de deuxième ligne, ce sont les centres, les hôpitaux, les universitaires ou non, qui essayent de proposer des prises en charge multidisciplinaires. Et la troisième ligne, c'est les centres résidentiels qui accueillent les enfants pendant une année scolaire pour leur faire perdre du poids en internat. Et donc on s'est mis d'accord également sur les objectifs à atteindre. Et là, la première chose qu'on a marquée, c'est la détection précoce. Je pense que l'exposé de Madame Dambert vous aura, j'espère, bien convaincu qu'il faut que tous ces acteurs de terrain qui sont en première ligne, ONE, PMS, PSE, généralistes, pédiatres, puissent avoir une coordination de cette détection précoce et pour pouvoir rapidement prendre en charge les enfants. On s'est mis d'accord qu'il fallait un screening multidisciplinaire, c'est-à-dire que d'emblée, l'enfant devait être pris en charge par une série de personnes qui permettaient de faire une sorte de cartographie de c'est quoi le problème de l'obésité dans cette famille, en mettant différentes personnes, et qu'il fallait une concertation. Il ne s'agit pas qu'un médecin dise tiens, tu iras chez la diététicienne, tu iras chez la psychologue et tu iras chez un tel. Il faut vraiment qu'il y ait un temps de concertation au niveau des équipes pour qu'on puisse vraiment avoir un temps d'échange pour qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant. Et à partir de ce screening multidisciplinaire, il faut pouvoir établir des tailor-made step care, c'est-à-dire au fond des soins sur mesure, pas à pas. J'aime vraiment ce terme soins sur mesure, pas à pas. Et il faut peut-être pas la même chose pour tous les enfants. Il y en a peut-être qui, comme Madame Fonambert l'a dit, arriveront avec des soins individualisés, d'autres auront besoin d'emblée de la troisième ligne. Et donc là, il faut vraiment qu'on puisse arriver à mettre un plan de traitement, un trajet de soins individualisé pour chaque enfant. Et ça, pour éviter les échecs répétitifs qui, comme on a bien insisté ce matin, finalement ne font que décourager les familles, leur donnent l'impression que c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas prendre en charge et contre lequel on ne pourra rien faire. Alors, on était tous bien d'accord sur cette vision de base et ces objectifs à atteindre, mais seulement on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'obstacles et de lacunes en Belgique qui faisaient que c'était extrêmement compliqué à mettre en place. D'abord, il n'y a pas de soutien financier du travail multidisciplinaire. Les consultations, comme vous avez vu, je pense que les intervenants l'ont bien montré, sont extrêmement longues. Et pendant que moi, je vois pendant 1 heure un enfant obèse, mon collègue urologue ou ORL ou n'importe quoi, il en a vu 10, et il a gagné 10 fois plus que ce que je n'ai gagné. Donc vous comprenez bien qu'il faut des médecins en fait qui sont idéalistes pour pouvoir faire le genre de métier qu'on fait, et que évidemment
la plupart des médecins ne sont pas très enclins à s'occuper d'enfants obèses parce qu'évidemment, ça rapporte rien du tout. Hein. En plus, on est remboursé de la consultation, mais on ne décompte pas, on n'est pas remboursé du temps de concertation. L'énergie qu'on va passer à coordonner la psychologue, la diététicienne, à téléphoner dans une école, tout ça, c'est pas remboursé. Et donc, en plus de ma consulte, je fais encore une autre chose. Et évidemment, j'ai les cliniques sur le dos qui me disent, t'es pas rentable, c'est boulot. Hein. Alors, on n'a pas de financement INAMI, sauf pour quelques mutuelles. Donc, il y a certaines, en Belgique, c'est extrêmement compliqué. Donc, certaines mutuelles remboursent certaines choses, parfois la diététique, parfois la psychologue, parfois des prises en charge multidisciplinaires. Et je vous garantis que ça varie en plus d'une région à l'autre au sein de la même mutuelle. Alors, allez vous comprendre ce qui se passe. C'est très difficile de donner aux patients un message clair en disant ça, vous serez remboursé, ça pas. Alors, il n'y a pas de remboursement non plus pour les diététiciens, psychologues, assistants sociaux, agents de promotion du mouvement. On essaye de trouver un nom pour tous ceux qui pourraient s'engager dans la mise en route de programmes physiques, ni pour les frais de déplacement. Il nous arrive extrêmement régulièrement avec toute notre équipe, Madame Jodoy, Madame Dassy, d'aller dans une institution, d'aller dans une école, d'aller quelque part pour essayer de convaincre la direction, les éducateurs, les instituteurs, pour vraiment prendre en charge cet enfant. Et tout ça, ben, c'est avec ma voiture, sur une après-midi où on n'est pas payé. Et voilà, il faut vraiment pouvoir avoir une reconnaissance de tout ce temps qu'on passe. Il n'y a pas de cadastre des thérapeutes spécialisés par discipline et par région. Donc les médecins de première ligne, comme nous d'ailleurs en deuxième ou troisième ligne, à qui on va l'envoyer? Personne n'est visible. Avec évidemment comme autre lacune qu'il n'y a pas de réseau, puisqu'on ne se connaît déjà même pas, évidemment il n'y a pas de réseau. Hein. Et évidemment, après ça, comme il n'y a pas de réseau, comment voulez-vous renvoyer un enfant quand il n'y a pas de réseau? Et quand en plus on ne sait même pas qu'il existe. Hein. Donc évidemment, en plus, il n'y a pas de trajet de soins développé par échelon, donc on ne sait pas qui va en première ligne, on ne sait pas qui va en deuxième ligne, on ne sait pas qui va en troisième ligne, quels sont les critères pour passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de suite prévue pour consolider les résultats obtenus en accueil résidentiel. Parce que finalement, en Belgique, comme il n'y a rien qui est vraiment fait pour la première ou la deuxième ligne, finalement, les enfants atterrissent en institut résidentiel. Donc, en gros, pour le moment, la seule chose qui est visible pour la prise en charge d'un enfant obèse en Belgique, c'est les internats diététiques. Il y en a 2 en Belgique. Et finalement, leur seule solution, c'est d'aboutir là. Mais le problème, c'est que ceux-là, quand ils les ont pris en charge pendant 1 an, l'INAMI leur a arrêté les fonds qui leur permettait de continuer en ambulatoire la prise en charge de ces enfants avec qui ils ont pris connaissance pendant 1 an, et donc ils ne peuvent plus continuer à suivre ces enfants, mais vers qui ils les réfèrent? Pas de visibilité, pas de réseau, pas de cadastre. Comment voulez-vous qu'ils fassent? En plus, il y a peu de formation sur la spécificité de la prise en charge pédiatrique. Donc actuellement, au niveau de la formation, très peu de gens sont formés à la spécificité pédiatrique. Et trop souvent encore, on a des choses qui sont complètement erronées au niveau des recommandations qui sont données aux familles, des choses qui sont absolument pas suivables pour un enfant. C'est vraiment à côté de la plaque. Et donc là, il y a vraiment une grosse nécessité de mettre en place des programmes de formation comme ils l'ont fait en Suisse. Et puis pour tout ça, il faudra évidemment développer des indicateurs pour voir si on est dans le bon et si ce qu'on fait vaut la peine d'être fait. Et pour le moment, ces indicateurs, ils n'existent pas. Et les seules choses qu'on nous dit, c'est de mesurer le poids et la taille, mais on est tous bien convaincus que c'est évidemment pas là qu'on va être efficace. Avec comme conséquence, vu tous ces obstacles et ces lacunes, et qu'évidemment en première et en deuxième ligne pour le lancement, il y a que des initiatives sporadiques, hein, quelques gens motivés, quelques pecnos comme nous, hein, qui veulent bien se mettre en route par rapport à ça, c'est non financé. Hein, et la deuxième chose, c'est que les médecins, eux, généralistes, même s'ils sont motivés, eh bien ils auront très difficile à coordonner des choses vraiment dans leur village ou dans leur région. La première ligne et la deuxième ligne sont évidemment plus onéreuses pour le patient. Alors j'ai mis à titre d'exemple, c'est ce que nous on fait. Donc ma diététicienne, elle coûte 18 € pour une consultation au patient. La psychologue, on la facture 25 €. C'est une décision que nous on a prise, hein. On pourrait facturer beaucoup plus, mais enfin. Les patients, on leur charge ma visite, un petit 9 €, c'est ce qui leur reste par rapport à la consultation INAMI qui est remboursée. On les voit à peu près 4 fois par an, donc voilà ce que ça leur coûte. Alors qu'en troisième ligne, donc 1 an de traitement, ça leur coûte 2 € par jour, d'accord? Et par contre, à l'INAMI, ça a donc coûté ma consultation 30 €, hein, fois 4 par an, vous imaginez, et l'Institut résidentiel, ça leur a coûté 90 000 € par an pour un enfant, n'est-ce pas? Voilà.
Il y a peu de détection précoce et il n'y a pas de trajectoire organisée vu les difficultés. Et donc évidemment, il y a beaucoup d'échecs. Il y a énormément d'enfants qui nous arrivent en ayant déjà eu un parcours du combattant, en ayant déjà essayé toutes sortes de choses. Et il nous faut une énergie folle pour leur dire qu'on va peut-être essayer de faire autre chose. Finalement, il y a beaucoup de recours à la troisième ligne pour des gens qui ne devraient pas y arriver. Et puis de toute façon, quand ils sont arrivés en troisième ligne, comme ils ne savent pas revenir en première ou en deuxième ligne, évidemment, ça rend précaire de toutes les 90 000 euros qu'il a mis à dépenser pour cette année. Avec comme conséquence qu'en Belgique, au fond, finalement, voilà ce qu'il faut mieux faire. Et donc, ici, je vais enchaîner sur ma collègue, le docteur Le Breton, qui va vous proposer un modèle de soins qui nous a beaucoup intéressés et qu'on souhaiterait peut-être voir développer parce qu'il nous semble qu'il répond aux besoins de coordination, aux besoins d'adaptation aux besoins des familles, comme ça a été bien dit ce matin, et aux besoins d'interdisciplinarité. Je vous remercie pour votre attention.